L'énergie est un caméléon cosmique. Elle régit notre univers en changeant constamment de forme. Elle alimente aussi bien l'accélération que l'expansion et les impacts catastrophiques. Dans notre univers, tout ce qu'on voit est fait d'énergie. Vous êtes fait d'énergie, les arbres sont faits d'énergie, la Terre est faite d'énergie. Et même les espaces vides et les étoiles sont faits d'énergie. Mais d'où vient cette énergie polymorphe? Toute l'énergie qu'on voit chaque jour provient des débuts de l'univers, il y a plusieurs milliards d'années. Quand on est témoin d'un accident de voiture sur l'autoroute, c'est un événement très énergétique. Les voitures sont brisées, il y a beaucoup de bruit. Mais d'où vient toute cette énergie? Eh bien, elle vient de l'énergie du mouvement des deux voitures avant l'accident. Les voitures tirent leur énergie de l'essence. Un carburant fossile qui tire lui-même son énergie de la flore qui vivait sur Terre il y a plusieurs millions d'années. Une flore qui tenait son énergie du Soleil, qui tire lui-même son énergie des réactions nucléaires présentes dans son noyau. Ces réactions nucléaires tirent leur énergie de particules qui ont été créées au moment du Big Bang. Toutes les formes d'énergie qui nous entourent proviennent du Big Bang. Le début de notre univers. L'origine de toute la matière et de toute l'énergie de l'univers est vraiment le Big Bang, la création de l'univers. On pense qu'en fait, le Big Bang était l'expansion soudaine d'un espace très réduit pour devenir un espace gigantesque dominé par une forme étrange d'énergie. On ne sait pas exactement quel type d'énergie a déclenché le Big Bang. Mais quelle que soit cette source, elle a suffi à produire en un très court instant toute l'énergie de l'univers, celle du passé, du présent et du futur. C'est un des aspects les plus importants et les plus surprenants de l'énergie. Dans les trous noirs, les supernovas ou les centrales électriques sur Terre, elle ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut être que transformée. Si les lois de la physique ne changent pas à l'avenir, alors aucune énergie ne pourra jamais être créée ou détruite. Elle ne pourra qu'être transformée. La transformation est la clé du fonctionnement de l'énergie. L'univers est rempli de toutes sortes d'énergies comme la lumière, le son, l'énergie thermale et l'énergie chimique. Les deux formes les plus classiques sont l'énergie potentielle, c'est l'énergie emmagasinée et réprimée de tous les objets, et l'énergie cinétique, le mouvement d'un objet. Toutes les formes d'énergie sont converties en permanence en d'autres formes d'énergie. Quand on tire sur une cible avec un pistolet, on pourrait penser qu'une fois que la balle a atteint la cible, l'énergie disparaît. Mais ce n'est pas le cas. En fait, elle s'est juste transformée en un autre type d'énergie. L'énergie potentielle chimique contenue dans la poudre à canon a été convertie en énergie cinétique, en ondes sonores, en chaleur et en un autre type d'énergie qui a été transférée dans la cible et qui pourrait la faire bouger ou exploser. Le corps humain est lui aussi une machine bien huilée qui transforme l'énergie. Une bonne manière de comprendre cette transformation de l'énergie, c'est l'alimentation. Les humains consomment un certain nombre de calories chaque jour et l'activité physique qu'ils pratiquent brûle une certaine quantité de ces calories. Et il faut continuer à manger parce qu'on est toujours actif et qu'on brûle en permanence des calories. De manière incroyable, Albert Einstein s'est rendu compte que l'énergie et la masse, ou la matière, sont en fait une même chose et qu'on peut convertir l'une en l'autre. C'est la signification de la célèbre équation E = mc2. Einstein a en fait trouvé un moyen d'expliquer que tout ce qui se trouve dans l'univers est fait d'énergie. La matière est de l'énergie. Si vous pesez 100 kg, c'est votre masse. Si on multiplie ce poids par la vitesse de la lumière et qu'on multiplie le résultat par la vitesse de la lumière, alors on obtient la quantité d'énergie qui existe dans son corps. Ça représente environ 1000 fois plus d'énergie que dans la plus grosse des armes nucléaires jamais lancées par l'homme. Des objets peuvent avoir la même quantité d'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la même puissance.
L'ingrédient clé, c'est la vitesse de relâchement de cette énergie. La puissance est égale à l'énergie par unité de temps. Donc même si quelque chose avec une masse très faible, comme ce cupcake, avait l'énergie équivalente à 1 million de tonnes de TNT, on sait que les cupcakes n'explosent pas spontanément en émettant 1 million de tonnes de TNT. Si je mange un cupcake, ça ne me fournit que 200 calories d'énergie en quelques heures, alors que si j'ai un bâton de dynamite, cette même quantité d'énergie sera relâchée en, disons, 1 millionième de seconde. Et c'est pour ça que la TNT est si puissante, même si elle possède la même quantité d'énergie. Si on a une pizza et qu'on décide de la manger, on absorbera environ 1 millier de calories. C'est peut-être un gros repas, mais notre corps doit convertir la matière de cette pizza en 1000 calories. Et ce n'est vraiment pas très efficace. Par exemple, si on prend la même masse de TNT ou de dynamite, en allumant un bâton, on obtient bien plus d'énergie. Toute l'énergie qu'on utilise sur Terre pour nourrir nos corps, alimenter nos appareils électroniques et éclairer nos maisons provient toujours de l'espace. Parmi les transformateurs d'énergie les plus extrêmes, on trouve les étoiles et notre Soleil. À chaque seconde, le Soleil rejette 10 puissance 26 watts d'énergie, c'est-à-dire le chiffre 1 suivi de 26 zéros. Ça représente 400 milliards d'armes nucléaires en une seconde. C'est la quantité d'énergie qu'on reçoit du Soleil à chaque seconde. Les étoiles, comme notre Soleil, produisent de nombreuses formes d'énergie. Mais tout commence par la gravité. La gravité, c'est ce qu'on observe quand la matière est attirée par une autre matière. C'est intéressant parce qu'on peut utiliser la gravité pour transformer une énergie en un autre type d'énergie. Si je laisse tomber ce rocher, la gravité transforme son énergie potentielle en énergie cinétique jusqu'à ce qu'il touche le sol. Il y a plus de 13 milliards d'années, l'énergie gravitationnelle a rassemblé de la poussière et des gaz pour former les premières étoiles. Une fois qu'une étoile est formée à partir de l'énergie gravitationnelle, elle produit de l'énergie nucléaire. Les étoiles tirent leur énergie de la fusion nucléaire. C'est ce qu'on obtient quand on prend une grande quantité d'atomes d'hydrogène et qu'on les fait entrer en collision pour produire des éléments plus lourds comme de l'hélium, du carbone, de l'oxygène ou de l'azote. Et quand ce processus de fusion se produit, l'énergie de l'interaction nucléaire forte est libérée et c'est ce qui illumine l'étoile. La fusion nucléaire à l'intérieur d'étoiles comme notre Soleil produit une forme d'énergie appelée le rayonnement électromagnétique. Ce sont des ondes de photons en oscillation, des particules de lumière. Sur Terre et dans l'espace, le rayonnement électromagnétique est un spectre d'énergie. En bas, on trouve des ondes radio à basse fréquence avec de très longues longueurs d'onde. En haut du spectre électromagnétique, on trouve des rayons gamma à haute fréquence avec des longueurs d'onde très courtes. Chaque photon de rayonnement électromagnétique met environ 150 000 ans à parcourir la distance entre le centre du Soleil et sa surface avant de pouvoir s'échapper et se diriger vers la Terre. Heureusement pour nous, notre atmosphère bloque la plupart des longueurs d'onde d'énergie électromagnétique qui sont dangereuses, comme les rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Mais elle permet à la lumière visible, aux infrarouges et aux ondes radio de nous atteindre. Les énergies lumineuses et infrarouges sont absorbées par les continents et les océans, puis converties en chaleur. Le Soleil émet un rayonnement électromagnétique en permanence, ce qui fournit de la chaleur à l'espace et à la Terre. Les humains ont trouvé des astuces pour maîtriser la puissance de l'univers. Nous avons appris à transformer le rayonnement solaire en chaleur et en énergie électrique. Une des technologies qu'on utilise le plus pour maîtriser la puissance du Soleil, c'est celle des panneaux solaires. Les panneaux solaires sont souvent faits de semi-conducteurs qui sont sensibles à la lumière. Quand les rayons du Soleil touchent le silicium, ils génèrent des charges qui glissent ensuite du matériau semi-conducteur et qui génèrent un courant électrique. L'électricité peut être générée par une cellule solaire ou une ferme solaire qui contient 550 000 panneaux. Et ces courants peuvent alimenter toutes sortes de choses. Une maison aussi bien qu'une voiture de course.
Les étoiles sont de formidables transformateurs d'énergie. Sur la Terre, nous sommes constamment bombardés d'énergie électromagnétique du Soleil sous la forme de lumière. En retour, nous la convertissons en d'autres formes d'énergie pour alimenter certaines des choses les plus improbables de notre quotidien. Nous sommes chez Tesla Motors aujourd'hui pour voir comment l'énergie électromagnétique peut être convertie en énergie mécanique qui est utilisée pour alimenter les voitures de course. Il suffit d'avoir de l'électricité qui sort d'une prise électrique classique. Quand on branche la voiture, on tire l'énergie de la prise et on l'utilise pour charger la batterie qui se trouve juste ici et qui sert à faire fonctionner le moteur électrique de la voiture. L'ordinateur qui se trouve à l'intérieur extrait l'énergie de la batterie et l'utilise pour faire tourner le moteur électrique qui fait avancer la voiture à des vitesses impressionnantes. Imaginez que vous avez des panneaux solaires sur le toit de votre maison et que vous branchiez votre voiture. Ça voudrait dire que vous roulez grâce au soleil. C'est parti. Et transformer la lumière solaire en électricité a ses avantages. Les véhicules électriques accélèrent plus rapidement que ceux qui fonctionnent à l'essence parce que les moteurs électriques atteignent leur pic de puissance immédiatement, alors que les moteurs à essence doivent accélérer progressivement. Cette Tesla passe de 0 à 95 km/h en 3,9 secondes, ce qui la rend plus rapide que toutes les autres voitures à essence qu'on a ici. Ça montre vraiment la puissance de l'énergie électromagnétique. C'est pas génial, la science? Notre Soleil alimente presque tout dans notre monde en faisant passer l'énergie d'une forme utile à l'autre. Les plantes vertes convertissent l'énergie solaire en énergie chimique grâce à la photosynthèse qui alimente toutes les choses vivantes, y compris les humains. Je tire de l'énergie de mes cornflakes parce que le maïs qu'il contient tire son énergie de la photosynthèse qui a converti la lumière solaire en sucre et en glucides. Toutes sortes de molécules possèdent des liens entre les atomes et les molécules qui font que, lorsque ces liens se brisent, ils nous fournissent l'énergie nécessaire pour faire du sport. Et le cycle de vie de l'énergie ne s'arrête pas là. Pendant des millions d'années, les restes décomposés de plantes et d'animaux morts sont compressés sous terre et convertis en carburant fossile. Ils prennent plusieurs formes comme le charbon, le pétrole et le méthane. Quand on brûle du pétrole et du gaz naturel, on est en fait en train de libérer l'énergie du soleil recueillie par les plantes il y a 5 ans, 1000 ans ou même des centaines de milliers d'années et emmagasinée sous terre dans des réserves de carburant fossile. Les carburants fossiles sont considérés comme des ressources non renouvelables. Ça ne veut pas dire que leur énergie est complètement détruite, mais elles ne peuvent pas être rapidement remplacées par la nature. Quand on parle de sources d'énergie non renouvelables, comme les carburants fossiles, on ne veut pas dire que cette énergie disparaît de l'univers. Ce qu'on veut dire, c'est que cette source d'énergie a pris une forme qui n'est plus utile, comme la chaleur résiduelle. Le Soleil fournit la plupart de l'énergie essentielle à notre survie. Mais cette centrale électrique peut aussi produire des énergies mortelles. Novembre 2006. L'observatoire Swift de la NASA est témoin d'un événement effrayant. La plus grosse éruption stellaire jamais observée. Elle a libéré une énergie équivalente à 50 millions de trillions de bombes atomiques. L'éruption meurtrière a relâché son énergie sous la forme de rayons X, qui auraient pu détruire toute vie sur la planète s'ils avaient été libérés par le Soleil. Heureusement pour nous, ce rayonnement provenait de l'étoile Il Pégasi, située à 135 années-lumière. Quoi qu'il arrive, cet événement nous montre à quel point les étoiles libèrent de l'énergie mortelle, y compris notre Soleil. Une éruption solaire est une émission assez soudaine d'une incroyable quantité d'énergie. Cette énergie provient de l'énergie magnétique. Plusieurs champs magnétiques entremêlés libèrent tout à coup des rayons. On peut les voir comme un tas d'élastiques étirés et torsadés. Ce sont les lignes de champs magnétiques. Elles finiront par se briser et c'est comme ça qu'elles libéreront de l'énergie et qu'elles la dirigeront vers l'extérieur depuis une région assez localisée de la surface du Soleil.
Les éruptions solaires peuvent atteindre 15 millions de degrés parce qu'elles convertissent de l'énergie magnétique en chaleur. D'énormes quantités d'énergie magnétique en chaleur. Les éruptions solaires peuvent se produire plusieurs fois par jour en période de grande activité solaire. Chaque éruption peut dégager en quelques minutes l'équivalent d'énergie thermique que le Soleil tout entier produit en une seconde. Si certaines des particules hautement chargées en énergie qui sont générées par les éruptions solaires se dirigent dans notre direction, elles seront déviées par une autre source d'énergie, le champ magnétique de la Terre. Il est généré par les courants électriques qui parcourent le noyau en fusion de la planète. Ces courants font des centaines de kilomètres de large et se déplacent à des milliers de kilomètres/heure pendant que la Terre tourne. Ce puissant champ magnétique traverse la Terre avant de pénétrer dans l'espace. Le champ magnétique de la Terre arrête ou dévie la plupart des particules chargées qui proviennent du Soleil ou de l'espace interstellaire. Et c'est une très bonne chose, parce que ce serait une très mauvaise nouvelle pour la Terre si ces particules à très haute énergie parvenaient à atteindre le sol et frappaient nos corps. Une étoile massive peut connaître des éruptions pendant 10 milliards d'années. Et quand l'étoile approche de sa mort, les transformations extrêmes de l'énergie ne s'arrêtent pas. En fait, elles ne font que commencer. Après la naissance d'une étoile, la fusion nucléaire commence. Et cette fusion se poursuit jusqu'à ce que tout l'hydrogène soit épuisé. Sans énergie nucléaire pour survivre, une étoile massive sur le point de mourir finit par s'effondrer sur elle-même et causer une explosion de supernova. Une supernova peut libérer en une fois autant d'énergie que le Soleil émettra pendant toute sa vie. Une étoile existe grâce à un équilibre entre son énergie nucléaire interne et l'énergie gravitationnelle de toute sa masse qui s'effondre sur elle-même. Au bout d'un moment, quand le cœur nucléaire commence à s'épuiser, l'attraction gravitationnelle gagne finalement ce bras de fer. Et l'étoile s'effondre en émettant une grande quantité de lumière. Au final, c'est simplement la gravité qui prend le pas sur l'interaction nucléaire. Il est important de se rappeler que l'énergie d'une étoile qui explose ne sort pas de nulle part. C'est encore une fois de l'énergie qui passe d'un type à l'autre. Les noyaux d'étoiles massives s'effondrent en dégageant une grande quantité d'énergie potentielle gravitationnelle. Cette énergie est ensuite canalisée en neutrinos, en énergie cinétique de matériaux éjectés et en énergie visible qu'on peut observer. Les supernovas sont une des formes les plus explosives de transformateurs spatiaux. Pourtant, 90% de l'énergie relâchée lors d'une supernova est convertie en quelque chose d'invisible à l'œil nu. Des particules étranges et fantomatiques qu'on appelle des neutrinos. Les neutrinos sont des particules d'énergie avec une masse presque nulle. Ils se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière et passent à travers la matière sans perturbation. À chaque seconde, plus de 50 trillions de neutrinos stellaires traversent le corps humain sans qu'on s'en rende compte. Ces particules n'interagissent pas avec les particules de notre corps, et c'est pour ça qu'on ne le remarque pas. Et même si ça se produisait, ce serait comme une toute petite hausse d'énergie dans votre corps, beaucoup moins importante que celle qu'on obtient avec d'autres particules qui nous traversent comme la lumière ou le rayonnement qui est produit naturellement par la Terre. Les neutrinos étaient autrefois impossibles à détecter. Ils traversaient la Terre avant de retourner dans l'espace sans qu'on les voie. Mais à Ida, au Japon, l'observatoire Super K se trouve à plus de 900 mètres de profondeur. Il contient un énorme réservoir en acier rempli d'eau très pure. On a découvert que lorsque les neutrinos interagissent avec les électrons des noyaux atomiques de l'eau, ils produisent une particule chargée qui crée un flash de lumière ultraviolet. Quand cette particule traverse l'eau, elle émet une petite quantité de rayonnement qui peut être mesurée par ces petits détecteurs de lumière, ce qui nous permet de dire que c'est un neutrino. Est-ce que ces particules furtives pourraient être une source d'énergie sur Terre? C'est ce qu'Alan de Chicago a voulu demander au mystère de l'univers. Il nous a donc envoyé le message suivant.
comment peut-on maîtriser l'énergie des neutrinos émis par le Soleil? Votre question est intéressante, Alan. En fait, les neutrinos sont très difficiles à détecter, donc on ne peut pas vraiment maîtriser leur énergie. L'autre raison, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de le faire, parce que les neutrinos représentent 3% de l'énergie du Soleil. Il est bien plus facile de maîtriser la lumière du Soleil, il y en a beaucoup plus. Les neutrinos ne pourront sûrement pas régler notre crise énergétique. Mais dans toutes les galaxies, il existe un monstre affamé qui rôde et qui pourrait bien être le moteur le plus économique de l'espace. La possibilité de convertir de l'énergie d'une forme à l'autre a inspiré des idées très innovantes pour la future colonisation de l'espace. On trouve des trous noirs supermassifs au centre de la plupart des galaxies, y compris la Voie lactée. Ils peuvent stocker et libérer l'énergie de milliards de supernovas. À la formation des trous noirs supermassifs, une incroyable quantité d'énergie potentielle gravitationnelle a été convertie en rayonnement lumineux et en d'autres formes d'énergie. Une énorme quantité de matière a été compressée dans un volume très réduit. Donc, ils ont été forcés d'abandonner beaucoup d'énergie. Un trou noir supermassif vaut 10 milliards de soleils. Ça représente une masse équivalente à 10 milliards d'étoiles, concentrées dans un tout petit espace. Janvier 2008. Chandra, le télescope à rayons X de la NASA, résout une énigme qui concerne les énergies transformationnelles produites par un trou noir. Il détecte la puissante énergie gravitationnelle d'un trou noir supermassif qui est en train d'attirer une étoile proche. Pendant que le glouton dévore l'étoile, il tourne de plus belle, en approchant parfois de la vitesse de la lumière. Cette énergie cinétique fait tourbillonner les gaz et les débris qui tombent dans le trou pour former un disque d'accrétion rotationnelle très rapide. Ces matériaux tourbillonnants sont ensuite relâchés dans des jets très puissants. Ces matériaux à haute énergie tournent en spirale autour du trou noir qui crée un très grand champ magnétique. Certains de ces matériaux suivent les lignes du champ magnétique et se retrouvent propulsés vers l'extérieur en formant un énorme jet puissant qui ressemble à une torche. De récentes simulations informatiques ont montré que si on pouvait maîtriser l'incroyable énergie cinétique ou rotationnelle d'un trou noir, ces monstres sombres pourraient devenir les meilleures batteries de l'univers. Ce serait génial si on pouvait avoir un trou noir qui tournait dans l'espace et qu'on plaçait une structure en orbite autour de lui pour en extraire de l'énergie. On aurait une énorme réserve d'énergie pour alimenter notre civilisation très avancée. Et les trous noirs ne se contentent peut-être pas de générer différentes formes d'énergie. Ils pourraient jouer un double rôle en tant que centre de recyclage cosmique. On pourrait imaginer une civilisation avancée qui habiterait à proximité d'un trou noir. Ils y enverraient leurs camions éboueurs pour y rejeter leurs ordures au bon moment. Ces camions pourraient ensuite ressortir du gouffre du trou noir avec plus d'énergie cinétique qu'auparavant. Et après ça, ils pourraient faire tourner une turbine ou un moulin pour générer de l'énergie cinétique et éclairer leur ville. Ce serait vraiment pratique. On pourrait se débarrasser de nos poubelles tout en réduisant notre facture d'électricité. Les trous noirs fourniront peut-être l'énergie des colonies spatiales. Mais les scientifiques sont en train de découvrir que l'énergie des trous noirs peut être transformée en quelque chose de dangereux. Les rayons cosmiques sont des particules hautement chargées en énergie. Contrairement à leur nom, ces rayons ne sont pas lumineux. Au lieu de ça, ils contiennent de grandes quantités d'énergie cinétique qui peut avoir des effets mortels. Les rayons cosmiques sont bien plus énergétiques que tout ce qu'on a réussi à produire sur Terre. Les rayons cosmiques avec le plus d'énergie sont appelés des états-particules. Elles se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière et leur luminosité augmente en permanence. Un rayon cosmique d'ultra haute énergie contient à peu près autant d'énergie qu'une balle de tennis frappée à 160 km/h.
C'est ce que les joueurs professionnels réussissent à atteindre sur le court. On ne dirait pas que ça fait beaucoup d'énergie, mais en fait, il y a plusieurs trillions de particules dans une balle de tennis. Et il faut imaginer qu'on prend toute cette énergie pour la mettre dans une seule particule subatomique. C'est ce qu'on a dans un rayon cosmique qui traverse notre atmosphère. Ça fait beaucoup d'énergie pour une seule particule. De nouvelles preuves suggèrent que des galaxies, qu'on appelle des galaxies actives, pourraient être la source des états-particules. Au centre de toutes ces galaxies, on trouve un trou noir supermassif. Ce sont d'extraordinaires générateurs d'énergie. Dans ces galaxies, on trouve des champs magnétiques et des champs électriques qui tournent et qui rejettent énormément de particules qui sont souvent générées par un trou noir supermassif situé dans leur centre. Et ce genre de système, les trous noirs en particulier, sont capables de produire d'énormes quantités d'énergie qui peuvent rejeter ces particules dans toutes les directions. Les rayons cosmiques d'ultra haute énergie sont devenus une des menaces les plus importantes pour la santé des astronautes en mission interplanétaire. Ces particules chargées peuvent traverser les parois d'une navette spatiale et percer les astronautes comme des petits missiles balistiques, décomposant ainsi leurs molécules ADN et détruisant leurs cellules. Si une zeta-particule entre en contact avec une partie du corps humain, elle peut endommager l'ADN de cette partie du corps, causer une perturbation cellulaire et peut-être même des cancers. Et les rayons cosmiques ne menacent peut-être pas uniquement les spationautes. À chaque instant, ils bombardent l'atmosphère terrestre. Certains parviennent même à se déverser sur notre planète. La clé de l'énergie transformationnelle des rayons cosmiques, c'est la vitesse. Même s'ils ont une masse très réduite, comme la plupart des rayons cosmiques, ils ont une vitesse incroyable. Leur énergie cinétique est très importante. Quand ils atteignent l'atmosphère terrestre, ils entrent en contact avec différentes molécules, comme de l'oxygène ou de l'azote. Cela produit un torrent d'énergie sous la forme de rayonnement ultraviolet qui se déverse sur notre planète. Ces rayons cosmiques quittent l'espace et traversent l'atmosphère en permanence, en affectant les molécules d'air de l'atmosphère externe et en produisant des chutes de particules qu'on peut détecter depuis la surface terrestre. Heureusement pour nous, un seul rayon cosmique d'ultra haute énergie peut partager son énergie entre des millions, voire des milliards de particules. Donc cette énergie, qui est à la base sous la forme de rayons X et de rayons gamma, est tellement dissipée qu'elle ne représente plus de danger pour les humains. En revanche, ces rayons cosmiques pourraient interrompre une conversation téléphonique. Ces gerbes atmosphériques, comme on les appelle, sont produites par des rayons cosmiques qui frappent les couches externes de notre atmosphère. Ça peut affecter les appareils électroniques, nos ordinateurs et nos téléphones portables, et tous les autres appareils qu'on utilise tous les jours sont de plus en plus délicats, parce que les circuits sont de plus en plus miniaturisés. Dans tous les coins de l'univers, on observe la nature destructrice de l'énergie. Pourtant, sur Terre, nous générons une forme unique d'énergie qui est aussi vieille que notre système solaire. Depuis le début des temps, l'énergie est le plus grand magicien de l'univers. Elle passe en permanence d'une forme à l'autre. Une seule forme d'énergie nous vient de la création de notre système solaire. C'est l'énergie géothermale, qui provient de la chaleur créée dans le noyau rocheux de la Terre, situé à quelques 6400 km de profondeur. Il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire s'est formé quand un nuage de gaz et de poussière s'est condensé pour constituer le Soleil et les planètes. Une petite fraction de ce gaz et de cette poussière contient des éléments radioactifs, comme de l'uranium-238 et du thorium. Quand la Terre s'est condensée, certains de ces éléments radioactifs se sont rassemblés à l'intérieur de la planète. Ils se décomposent lentement depuis des milliards d'années et réchauffent le cœur de la Terre. On peut accéder à cette chaleur sous la forme d'énergie géothermale.
certaines régions de la surface terrestre permettent à cette énergie géothermale de s'échapper, par exemple en bordure des plaques tectoniques, des volcans et des geysers. L'énergie géothermale peut être extraite en bordure de plaques tectoniques, là où la chaleur remonte. Et ceci alors qu'elle a été produite il y a très longtemps par l'explosion d'étoiles radioactives et qu'elle libérera de l'énergie pendant des milliards d'années. Les centrales géothermiques de la planète maîtrisent la chaleur extraite de réservoirs très chauds pour créer de l'énergie électrique. Voilà comment ça fonctionne. De l'eau à haute température et haute pression est amenée à la surface, où elle pénètre dans une chambre à basse pression et se transforme instantanément en vapeur. La pression générée par cette eau passe dans une turbine qui tourne pour fournir du courant électrique. Une fois que la vapeur a quitté la turbine, elle est soit relâchée dans l'atmosphère sous la forme de vapeur d'eau, soit refroidie en eau liquide et réinjectée dans le sol. Jusqu'à récemment, les centrales géothermiques étaient soit situées à proximité des bordures de plaques, soit dans les points chauds et faibles de la croûte terrestre, là où le magma peut s'échapper. Mais puisque la plupart de la surface de la Terre est éloignée des bordures de plaques, l'exploitation de l'énergie géothermique reste assez difficile. On trouve la meilleure concentration et la meilleure qualité d'énergie géothermique là où l'activité tectonique et volcanique est la plus forte, comme dans la ceinture de feu du Pacifique. Mais creuser la Terre en profondeur à proximité des bordures de plaques tectoniques n'est pas une tâche facile. Pour extraire de grandes quantités consommables d'énergie géothermique, il faut creuser assez profondément, là où les températures sont suffisamment hautes pour fournir de l'énergie. Les défis technologiques que représente l'extraction de l'énergie géothermique dans un but de consommation domestique sont énormes. Il faut soit maîtriser un volcan, soit plonger très profondément dans les entrailles de la Terre, ou encore boucher les geysers de Yellowstone. Mais ce genre d'énergie thermique ne se limite peut-être pas à la Terre. Io, une des 4 lunes principales de Jupiter, possède des volcans actifs, tout comme la Terre. Mais l'énergie thermique de son noyau est produite non pas par la décomposition d'éléments radioactifs, mais par le réchauffement par effet de marée. Io possède une orbite elliptique autour de Jupiter, donc elle est plus ou moins proche de Jupiter selon le moment. Quand elle est proche de Jupiter, l'effet de marée de Io est plus important que quand elle est éloignée. Dans son orbite autour de Jupiter, Io s'écrase et gonfle en continu. Ce phénomène cause énormément de friction entre ces roches internes qui produisent de l'énergie. L'intérieur chauffe et du magma remonte à la surface et cause l'éruption de plusieurs volcans. On peut donc dire qu'il s'agit d'énergie géothermique. On sait que l'intérieur de Io, une des lunes de Jupiter, est en fusion parce qu'on y a observé des volcans et que c'est l'équivalent de l'énergie géothermique. J'ai dit équivalent parce que géo veut dire terre. Donc la géothermie ne désigne vraiment que l'énergie interne de la Terre. Jupiter n'a peut-être pas de cœur en fusion comme sa lune Io. Mais l'intérieur brûlant de la géante gazeuse génère une autre forme d'énergie, du vent. Les planètes géantes Jupiter et Saturne ont des atmosphères très venteuses. Elles sont très orageuses, mais pas uniquement à cause de la chaleur du Soleil. C'est surtout à cause de leur chaleur interne. Leur partie interne se contracte encore et dégagent de l'énergie gravitationnelle qu'elles convertissent en énergie cinétique dans l'atmosphère, des vents et des orages. C'est un autre exemple de conversion d'une forme d'énergie à l'autre. Certains des vents de ces planètes géantes se déplacent à des vitesses incroyables, jusqu'à plus de 1000 km/h. La plupart n'atteignent que quelques centaines de km/h, mais c'est déjà énorme comparé à nos plus gros orages sur Terre. Les orages les plus rapides peuvent se déplacer à 1000 km/h. C'est très rapide. La Terre profite aussi de l'énergie du vent. Mais sa source ne vient pas de son noyau. Elle vient directement de l'espace. La source d'énergie qu'on observe dans les vents terrestres provient de la chaleur solaire. Le Soleil réchauffe plusieurs parties de l'atmosphère de manière inégale.
ce qui provoque un déséquilibre qui permet à l'air de circuler. C'est l'énergie du vent, de l'énergie mécanique, qui provient de l'énergie électromagnétique du Soleil. Cette énergie du vent peut être utilisée pour faire fonctionner une turbine et produire de l'électricité pour éclairer nos villes. L'énergie provoque l'évolution de l'univers depuis sa naissance, il y a plus de 13 milliards d'années. Mais aujourd'hui, la science a découvert une nouvelle forme mystérieuse d'énergie qui pourrait être l'équivalent d'une grande faucheuse cosmique. Il existe dans l'espace une énergie fantôme. Personne ne sait d'où vient cette mystérieuse forme. Mais on croit aujourd'hui qu'elle pourrait détruire toute vie sur Terre, et peut-être même l'univers tout entier. Dans les années 90, des astronomes ont utilisé le télescope Hubble et d'autres observatoires pour mesurer les distances d'étoiles en train d'exploser dans d'autres galaxies. Ils ont remarqué quelque chose d'assez étrange et choquant dans leurs observations. Récemment, les astronomes se sont rendus compte en observant les distances des supernovas que l'univers n'est pas uniquement en expansion, il est également en accélération. Une énergie mystérieuse sépare l'univers de plus en plus rapidement. Les astronomes ont compris que l'expansion de l'univers accélère avec le temps à cause de l'énergie sombre, une étrange forme d'énergie qui est présente partout. Elle constitue environ 75% de la masse et de l'énergie de l'univers. C'est un des plus grands mystères de l'univers. Dans un sens, c'est en fait le plus grand des mystères, parce que l'énergie sombre est le plus grand composant du budget énergétique de l'univers. Notre compréhension et notre connaissance de l'énergie sombre sont très limitées pour le moment, même si elle constitue presque 75% de toute la matière et l'énergie de l'univers. Ce serait comme si on avait uniquement pu explorer les continents de la Terre, même si les océans représentent 75% de la surface terrestre. On commence tout juste à explorer l'énergie sombre. Les scientifiques pensaient autrefois que l'attraction gravitationnelle provoquait la décélération de l'expansion de l'univers. On croyait que l'expansion de l'univers, qui avait commencé avec le Big Bang, était en train de ralentir à cause de la gravité. Et la grande question à ce moment-là était de savoir si la gravité pouvait être assez puissante pour tout rassembler. Mais on a été surpris. La gravité ne ralentit pas l'expansion. En fait, quand on a regardé avec attention, on a découvert que l'expansion était en train d'accélérer. Alors que la gravité unit les planètes, les étoiles et les galaxies, l'énergie sombre semble étirer le tissu de l'espace-temps, écartant ainsi les différentes galaxies. Des observations récentes ont montré que l'énergie sombre accélère en fait l'expansion de notre univers. Dans l'histoire de notre univers, les quantités relatives d'énergie sombre et d'énergie de matière attirée par la gravité ont changé. Au début, l'énergie gravitationnelle dominait le jeu. C'est parce que les objets étaient très proches qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie sombre entre eux. Son effet cumulé était très limité. Mais quand l'univers s'est agrandi et que les galaxies se sont éloignées, l'espace qui les séparait et qui était rempli d'énergie sombre a augmenté. Supposons qu'on puisse représenter l'univers avec un pain au raisin en train de gonfler. Les raisins secs seraient les galaxies. Ils ne gonflent pas. Et la pâte est uniformément remplie de levure, un peu comme l'énergie sombre. Maintenant, supposons qu'on continue à injecter de la levure dans le pain en train de gonfler. Le pain gonflera de plus en plus vite avec le temps, parce qu'il y a de plus en plus de levure. Donc son expansion s'accélère. De la même manière, avec le temps, il y a de plus en plus d'énergie sombre dans l'univers, ce qui accélère la vitesse de l'expansion. Si l'énergie sombre continue à accélérer l'expansion de l'univers, nous pourrions finir par connaître une mort thermique. Les amas de galaxies deviendront de plus en plus fins. Les galaxies épuiseront leurs réserves de gaz et ne formeront plus d'étoiles, tandis que les anciennes étoiles mourront.
l'univers deviendra un endroit sombre d'une froideur insupportable. Dans un univers qui s'agrandit à jamais, ou presque, le Soleil et les autres étoiles finiront par s'éteindre. Elles épuiseront leur carburant nucléaire. Il n'y aura plus de source d'énergie pour la vie sur Terre. La vie telle que nous la connaissons cessera d'exister. Mais si ce terrible scénario se réalisait, toute l'énergie de l'univers ne disparaîtrait pas, parce que le budget énergétique de notre univers a été fixé au moment du Big Bang. En revanche, l'énergie deviendrait inaccessible. Dans un univers qui ne meurt jamais ou presque, l'énergie se répand tellement qu'elle se dilue progressivement jusqu'à devenir inutilisable. Mais il existe d'autres théories à propos du destin de l'énergie de notre univers. Dans un futur lointain, une énergie pourrait être transférée vers un autre endroit, voire un autre univers. Selon les lois de la physique, l'énergie ne peut être créée ou détruite. Et toute l'énergie qui se trouve dans l'univers a toujours été là et sera toujours là. Mais que se passerait-il si un trou de verre ouvrait un passage vers un monde parallèle qui aspirerait une partie de cette énergie? Il est possible que notre univers se mette à refroidir à cause de cette fuite. Et je ne crois pas que ce serait une bonne idée, parce qu'au bout d'un moment, tout ce qui existe finirait par geler et la vie ne pourrait pas survivre à ça. On ne sait pas ce que notre lointain avenir réserve pour l'énergie de notre univers et au-delà. Mais pour l'instant, c'est toujours le composant polymorphe, violent mais vital de notre univers.